Bienvenue au SAV de la Tech, le podcast qui répond aux questions non techniques des gens de la tech. Je suis Jérémy Giraud, Engineering Manager, et je suis victime de l'OKR fatigue. Et je suis Adrien Joly, le dev qui songe à déléguer la maintenance de son projet open source à ChatGPT. Comment vas-tu, Jérémy ? Parfaitement bien, il fait encore une fois un temps magnifique. Et toi, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien aussi, je te remercie. Bon alors Adrien, est-ce que tu as une question pour nous aujourd'hui ? Eh ben non, on n'a pas reçu de question. Merci à tous et à toutes, c'était un épisode très enrichissant. Bah non, on n'a pas reçu de questions. Je pense que peut-être qu'on a couvert tous les sujets qui intéressaient nos auditeurs, en tout cas en situation problématique. Peut-être que nos auditeurs n'ont plus de problèmes au bureau, ce que je leur souhaite. Grâce à nous, évidemment. Bah oui, on a déjà tout résolu. Bah ouais, voilà, mais c'est ça. Hein. Non, mais du coup, on pourrait parler peut-être de, je sais pas, de sujets qui nous intéressent en ce moment. Ah ouais. Tu penses à quoi ? Moi, je pense pas beaucoup, je suis engineering manager, tu sais. Tu dois juste fouetter les gens qui pensent pour qu'ils pensent plus vite. C'est ça. Bah écoute, comme je le disais en intro, pour moi, j'ai une relation assez difficile avec ChatGPT et l'LLM. Je l'utilise de plus en plus dans mon travail. Il y a des trucs que je trouve géniaux, des trucs que je trouve moins géniaux. Ça apporte des inquiétudes et des espoirs à la fois. Je voulais savoir comment tu vois, de quel œil tu vois l'arrivée des LLM, de ChatGPT, de Copilot, etc. pour les équipes de développement en général. Est-ce que c'est une opportunité ? Est-ce que c'est un risque ? Comment tu l'utilises au quotidien ? Tout ça. Yes. Eh bien, moi, personnellement, je suis passé de totalement extérieur à ce domaine-là à totalement hooké. Tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Ça me fascine et je m'en sers tout le temps. J'ai littéralement remplacé mon usage de Google, pour la plupart des cas, par un ChatGPT. Parce que je trouve qu'il me fait une meilleure curation. Il me répond, il source les articles, il m'envoie pas une liste de 5 résultats dont les 3 premiers sont des publicités et les 2 derniers sont des liens vers des sites SEO un peu pourris, générés par intelligence artificielle. Enfin bon, bref, le web est devenu une poubelle, ça c'est clair. D'ailleurs, on peut penser que ça va faire dégénérer les intelligences qui s'entraînent elles-mêmes sur le web et sur leurs données. On verra ce que ça donne dans le futur. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour trouver des ressources ou pour répondre à des questions, c'est hyper enrichissant. T'as un exemple à partager peut-être d'une requête que tu voulais faire ? Non, pour les trucs de tous les jours, oui, ça va de j'aimerais transformer un long en byte en Java, en big endian, et il me retrouve le code. Alors évidemment, je vais pas prendre son code tel quel en mode Stack Overflow, je vais rechercher la doc, je vais regarder ce à quoi ça correspond. L'avantage, c'est qu'il me lit directement la Java doc. Si j'ai besoin, je lui dis envoie-moi les ressources vers les API, etc. Et il me répond. Mais j'ai été beaucoup plus loin. Par exemple, j'ai un problème d'architecture en ce moment et je me suis servi de lui pour me challenger à décrire ce problème-là et itérer avec lui sur ah oui, mais là, ta solution ne va pas pour X, pour Y. Et comme ça, j'arrive à raffiner une solution à des problèmes parfois extrêmement complexes, quoi. Quand c'est des questions d'architecture, tu fais quoi ? Tu lui envoies un diagramme ou une version rédigée en anglais du problème et de la solution que tu proposes ? Alors non, ça je l'ai jamais fait, mais ça peut être essayé. Pour être honnête, je lui ai déjà envoyé des documents extrêmement complexes, comme des PDF. Je vais te faire un autre exemple. J'ai déjà eu à faire des performance feedback pour des gens. Donc il faut que je regroupe un ensemble de commentaires qui sont faits par les pairs pour les feedbacks. J'ai mes propres notes sur la personne, ce qu'elle a fait, ce que je pense qui est bien ou ce qui pourrait être amélioré, etc. Et il faut que j'en trouve des points d'amélioration concrets. Et j'ai aussi la matrice de compétences de mon travail. Et en fait, comme c'est très fort pour processer énormément de texte, je fais ça. Je lui donne la matrice simplement, mais vraiment la matrice avec les skill sets, etc., les descriptions des skills, ce qui est attendu, etc. Je lui donne en CSV. Je lui dis, j'ai un prompt énorme dans lequel j'inclus un performance feedback passé, ce qui lui permet de comprendre à peu près ce que j'attends en termes d'output. Et je lui décris le processus, etc. Et il me pose des questions une par une. Il me dit, donne-moi les feedbacks des pairs, donne-moi tes notes, etc.
et à la fin, il me crache un truc. Les questions, elles viennent de ton prompt ou c'est sa propre initiative? C'est lui qui va me demander les éléments, parce que je lui dis j'ai besoin de cette liste d'éléments, et si je lui donne pas ce dont j'ai besoin, il va me dire j'ai pas ce truc. Oui, donc tu as spécifié dans le prompt de quoi il va avoir besoin pour prendre sa décision. Donc quand il te pose la question, c'est parce que tu lui as ordonné de te poser la question, quelque chose. Plus ou moins, ouais. Okay. Et du coup, une fois qu'il a compilé tout ça, il me crache un draft qui, souvent, la plupart du temps, est assez mauvais, entre guillemets, mais qui me synthétise l'ensemble de ces éléments-là. Je le reprends et j'itère à la fois sur le fond, qu'est-ce que j'attends pour chaque point, et après il pourra me reprendre un petit peu sur la forme. L'avantage, c'est qu'il est assez corporate aussi, donc quand il te reprend sur la forme, il met des choses assez proprement en forme, et j'ai eu des retours assez positifs, et j'apprends même de ce qu'il me propose en termes de formulation, en termes de propositions, etc., sur la manière dont on structure les choses, sa mise en forme parfois. Ouais. Tu vois, comme je dis, ce serait bien que tu travailles cette compétence-là, il rajoute pourquoi. Et désormais, je fais toujours attention à bien expliquer à la personne pourquoi j'attends ça d'elle, en quoi ça aide, etc. Donc ça peut m'aider sur du design, ça peut m'aider sur... Alors attends, avant que tu ailles sur d'autres use cases, il y a quelques trucs sur lesquels j'aimerais rebondir. T'as dit, en fait, si je comprends bien, ça t'aide énormément sur la forme. Oui. À la fois d'apprentissage et pour préstructurer ce que tu vas rendre. Sur le fond, c'est à l'air moins évident. T'as dit, ça me rend un truc un peu brouillon, il faut que je repasse dessus. Est-ce que ça veut dire qu'il est très bon en forme et nul en fond? Donc par exemple, il va te faire une mauvaise suggestion et il va falloir que tu ajustes le tir et ensuite tu le fais reformuler. C'est quoi ses limites sur le fond par opposition à la forme? Oui, des fois, il y a des trucs qui sont totalement à côté de la plaque, parce qu'il n'a pas le contexte non plus. Quand je parle d'une technologie ou d'une personne, il ne sait pas qui c'est, il ne sait pas quel est le contexte, il peut relier des choses ensemble. Il lui manque des éléments. Souvent, c'est aussi parce que moi, je les ai mal formulés. C'est parce que dans ma formulation, je parle de X qui fait Y, mais si tu n'as pas le contexte, tu ne peux pas savoir, quoi. Okay. Est-ce que des fois, ça lui arrive de passer à côté d'un élément que tu as fourni, clairement, et il l'a juste pas pris en considération, quoi? Je sais pas, franchement, souvent c'est lié à de l'ambiguïté dans ce que moi je propose. Parce que, alors peut-être que j'ai une vision ancienne des LLM, mais dans ma tête, la compréhension que j'avais de comment un LLM fonctionne, c'est que c'est un super autocomplete, quoi, qui a grosso modo lu tout Internet, et en partant d'un début de phrase, il peut compléter la phrase, dans les très grandes lignes. Ouais. Mais ça veut dire aussi que, ça c'est un problème connu, il peut halluciner, c'est-à-dire qu'il peut écrire des trucs qui sont fausses, mais juste ça va bien avec le début, donc en gros il a cru que ce que tu lui demandais c'était d'écrire un roman, donc il t'écrit un roman, alors que des fois tu veux des choses réelles. Et autre problème, c'est que parfois il peut être un peu feignant dans sa réponse, donc il va survoler certaines choses, et il va répondre un peu comme ça l'arrange. Alors je dis feignant, en fait je pense que c'est un problème d'allocation de ressources. À un moment donné, il peut pas se permettre de passer 10 minutes à te répondre à ton... On est habitué à ce qu'il réponde tout de suite. Ouais. Donc son raisonnement, il peut l'amener que jusqu'à un certain stade. Ouais. Et à mon avis, ça peut arriver à des problèmes où, sur le fond, il peut dire des choses qui sont soit incomplètes, soit voire incorrectes. Oui, mais bon, de toute façon, comme tout et n'importe quoi, c'est de la donnée que tu revalides. Hein. Tu le prends pas tel quel et tu le donnes à la personne. C'est un assistant qui va te défricher un gros corpus de données la plupart du temps, il y a pas mal d'informations. Et puis les modèles modernes, alors moi je connais pas les détails ou quoi que ce soit, mais ils sont quand même assez bluffants aussi dans leur capacité de compréhension, d'analyse ou de raisonnement. Je sais qu'il y a aussi des fonctionnalités comme ça qui sont ajoutées au fur et à mesure qui permettent de raisonner de manière un petit peu conséquentielle sur ce qu'on lui propose, etc. Donc, j'ai pas encore utilisé les fonctionnalités de raisonnement. Je crois que OpenAI ils ont sorti un truc qui s'appelle O1. Ouais. Et j'ai pas encore joué avec. Ouais. Normalement, il est spécialisé pour le raisonnement, ce qui n'est pas normalement la partie forte des LLM plus classiques. Toi, tu dis tu y as pas encore non plus trop touché. J'ai pas trop joué avec, non. Ouais, faudrait que j'essaye un de ces quatre. Je me demande à quel point ça peut nous aider au quotidien dans nos tâches pour éclairer des prises de décision. Oui, en fait, t'as l'air quand même assez enthousiaste globalement sur les cas que tu me donnes. Ça a été utile pour toi, t'as gagné du temps. C'est ça le gros point positif que je vois. Oui, puis j'ai appris, personnellement. Et t'as appris des choses. Est-ce qu'il y a des choses qui t'inquiètent, que ce soit à court terme ou à plus long terme, hein? Bonne question. Comme tout, c'est une question de dépendance. Si on t'enlevait Google demain, est-ce que tu serais aussi fort en développement que tu l'es aujourd'hui ?
je sais pas, c'est quand même une sacrée béquille. Aujourd'hui, si on s'appuie sur ChatGPT ou autre pour faire son travail, effectivement, ça nous rend plus productifs peut-être, mais c'est une dépendance. Donc il y a ça, il faut toujours être vigilant et toujours essayer de réassess. Mais comme je dis, moi, ça me permet d'apprendre. Donc je vois mes compétences évoluer aussi. Après, est-ce qu'il y a d'autres choses qui, toi, t'inquiètent? Je vois comme un outil, personnellement. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment l'employer comme ça. Je vois plein d'opportunités, notamment pour l'éducation. Je pense que quelqu'un qui veut se mettre à un langage, par exemple, tu peux demander à ChatGPT de te produire un programme de formation. J'ai pas essayé de le faire, mais j'ai une bonne raison de croire qu'il va te faire un truc pas délirant, surtout quand tu pars de zéro. Je me méfie par contre des cas où tu vas lui demander un truc très littéral, genre j'ai besoin de faire X, file-moi du code, et tu prends ton code copier-coller comme tu disais. Mais il y avait le même problème avec Stack Overflow. La seule différence, c'est que là, il va le customiser par rapport à ce que tu lui demandes. Donc ça va te donner l'illusion que c'est du code qui a été fait à la main avec amour spécialement pour toi, quoi, alors qu'en fait tu risques de passer à côté de choses importantes parce que tu as oublié de les mentionner ou parce que tu vois pas les contraintes qu'apporte cette solution, etc. Le truc à la rigueur qui me fait le plus peur avec l'usage des LLM, c'est que les gens s'appuient dessus pour prendre des décisions sur lesquelles on aurait intérêt que ce soit une personne humaine qui prenne cette décision. Je pense par exemple à des gens qui disaient à un moment donné j'aime pas écrire des tests automatisés, alors je vais demander à ChatGPT d'écrire des tests automatisés. Le problème, c'est que si tu fais ça même avec un humain, tu lui fais écrire du code et tu lui dis teste-moi ton code, il y a de fortes chances que le test qu'il va écrire va tester non pas la fonctionnalité mais le code. Donc en gros, tu changes une ligne de code, le test ne passe plus, alors que globalement, ça fait la même chose. Et ça, c'est un peu un anti-pattern de quand tu écris des tests automatisés, quoi. Le test automatisé, il n'est pas censé tester l'implémentation, il est censé tester un besoin fonctionnel. Alors après, à plus haut niveau, ça peut être du unit test, tu vas tester une fonction, un tout petit composant, alors que si tu fais un test end-to-end, teste une solution dans son ensemble. Donc ça me fait un peu peur, et surtout pour des gens qui ont peut-être pas beaucoup d'expérience et qui risquent de prendre ça comme du pain béni et de shipper du code et des tests qui ont été générés avec un gros manque de contexte et un gros manque de quels impacts ça va avoir sur moi en tant que mainteneur de ça et sur l'équipe. Ouais. Ça, c'est le truc qui m'inquiète un petit peu. Autre truc qui m'inquiète, c'est l'impact que ça va avoir sur les attentes des entreprises vis-à-vis des développeurs. C'est-à-dire que si ça devient de connaissance publique qu'un développeur est, mettons, 2 fois plus efficace en utilisant ChatGPT, est-ce que ça va pas tenter les entreprises de dire le truc qui avant tu mettais une semaine à le faire, maintenant je veux que tu mettes 2 jours et demi à le faire? Et du coup, en faisant ça, on rentre dans un cercle où, en gros, ça va réduire la qualité de ce qui est produit, quoi. Et donc, on risque de recréer un problème où on passe de plus en plus de temps à corriger des bugs par rapport au temps qu'on passe à ajouter du fonctionnel. Bon, peut-être que c'est irrationnel comme crainte, mais j'ai ça comme crainte aujourd'hui. Et comme tu le disais tout à l'heure, qu'on soit de plus en plus dépendant de ce genre de système et qu'on y fasse une confiance de plus en plus aveugle. Je pense que quand t'es développeur, t'es pas seulement là pour écrire du code, t'es aussi là pour être en possession de décisions techniques et les assumer une fois qu'elles sont en production, savoir justifier pourquoi on l'a fait comme ça, sur quoi on s'est merdé, et si jamais il y a un problème, savoir résoudre le problème, parce que tu as compris ce que tu as fait. Oui, je pense que le plus important là-dedans, c'est effectivement d'avoir un regard critique sur l'ensemble des choses que toi-même tu produis, ou un LLM va produire en fait, simplement. Si effectivement, comme tu dis, tu le prends comme du pain béni, tu vas le subir, il va devenir ton boss, et dans le pire sens du terme, comme tu le dis, mais on voit très vite la limite de l'imposture. J'ai essayé de m'en servir pour faire du code, c'est très bien au début, sur un petit projet, etc. Et puis dès que ça gonfle un petit peu, le truc commence à galérer, tu lui dis j'ai un problème, il te refait le même problème, et au bout d'un moment, tu vois que ça décolle pas, entre guillemets, quoi. Ouais. Donc t'as l'impression que c'est magique, mais je pense que l'essence du truc, c'est notre capacité à avoir un regard critique. Ouais. Et là où je pense que aujourd'hui c'est mieux que jamais, c'est qu'il te donne les sources, il te donne la capacité de contrôler son résultat en fait. Pour peu qu'on te donne le temps de contrôler, ou que tu te donnes le temps de contrôler. A priori, il te fait gagner du temps, donc c'est important et c'est nécessaire. Quelqu'un qui ne le fait pas, il ne maintiendra pas l'illusion très longtemps en fait. Ouais. Le truc d'ailleurs, c'est un peu en lien avec ce que tu viens de dire, ça m'a fait penser à un autre truc qui me fait craindre, c'est que va-t-il advenir des juniors développeurs, quoi. Peut-être que mon analyse est simpliste, mais
Quand tu prends quelqu'un qui a pas beaucoup d'expérience dans ton équipe, par exemple quelqu'un qui sort d'école ou un autodidacte ou autre, tu te dis pas je vais lui laisser implémenter un truc super compliqué avec des architectures complexes, etc. Tu lui donnes des plus petites tâches qui sont de taille petite ou moyenne, qui sont généralement parties d'un autre problème dont quelqu'un de plus expérimenté est responsable, et donc cette personne expérimentée va pouvoir accompagner la personne junior. Donc en gros, tu donnes des petites tâches simples à des gens juniors pour qu'ils mettent le pied à l'étrier et qu'ils rentrent dans une logique de croissance progressive, en apprenant au fur et à mesure. En fait, j'ai l'impression que pas mal de ces tâches maintenant, elles sont quasi automatisables par des échanges avec des LLM. Donc tu pourrais limite, je me demande si en termes de coûts, de transmission, de communication, etc., quand tu es un développeur expérimenté, est-ce que tu n'as pas plus intérêt à faire ces tâches simples à des LLM qu'à des juniors? Et si c'est le cas, le risque c'est quoi? C'est qu'on arrête d'embaucher des juniors et qu'on arrête en gros, d'enrichir les rangs de développeurs, quoi. Sur ça, encore une fois, je suis pas vraiment en accord. Et je reviens au regard critique, et je pense que c'est notre principale caractéristique. Le truc, c'est que être développeur, être ingénieur, etc., ta compétence, c'est pas de taper du code plus vite ou avoir un output plus rapide. Ce pourquoi il est très fort. Il peut te sortir des résultats extrêmement rapidement, extrêmement pertinents, très bon niveau de curation, etc. Mais ta capacité, en tant qu'humain, c'est d'intégrer ça dans le contexte plus global de la réalité de l'entreprise. Ça va être de communiquer sur le sujet X ou Y, faire passer cette feature, décrire le fait qu'elle est essentielle pour convaincre ton supérieur, son supérieur ou je sais pas quoi. De comité, passer la CI qui est flaky. Mais tout ça, c'est promptable, ce que tu me dis. Ça peut être inclus dans ton prompt. Ok, il peut te générer du code, il peut te générer... Mais est-ce qu'il peut aller vérifier sur GitHub que la CI est bien passée, qu'il faut retry Imagine demain, tu fais un algorithme très simple qui est... Tu tapes un besoin, ça l'envoie à ChatGPT, ChatGPT propose une solution technique, ça crée un commit, ça le met en CI, ça regarde le résultat de CI, et ça boucle la boucle, dans le sens où ça donne le résultat de CI au LLM, enfin ChatGPT ou autre, qui va pouvoir itérer sur le code qu'il a proposé. En fait, si tu crées une boucle comme ça, et d'ailleurs il y a pas mal de projets open source qui s'y ont essayé, je sais pas à quel point ça marche, si tu arrives à faire créer une boucle comme ça qui fonctionne bien, le problème d'aller voir si les choses marchent en CI n'est plus un problème. Étrangement, j'y crois pas trop. J'ai vu sa capacité à itérer sur des erreurs et je suis pas sûr que sur des volumes comme ceux-ci, il arrive à faire quelque chose de productif. Effectivement, j'avais des erreurs, je les ai highlightées, etc. Et il n'était pas capable de comprendre ce que c'est réellement qu'une erreur par rapport à un résultat qui est bon ou attendu. Comme tu dis, cette logique-là, fonctionnalité, contrairement au code, c'est nous qui en avons la possession, c'est nous qui ancrons le code dans la réalité. C'est pour ça qu'on doit rester ancré au réel, en fait, si tu veux. C'est à nous d'apporter des solutions dans le réel, du code qui fait quelque chose, en fait. Je pense que c'est important. Mais pour ça, je pense qu'on peut demander au principal intéressé, puisque, en fait, on peut appeler un invité pour cet épisode exceptionnel. Je sais que ChatGPT a le mode voice to voice, n'est-ce pas? Ok. Donc on peut. J'ai hâte de voir ce que tu vas lui demander, de voir ce qu'il va répondre. Ça se trouve, on aura un effet démo, tu vois? Ouais. Moi, je m'attends à une réponse très consensuelle, quoi, parce que dès que tu commences à interroger un LLM sur un LLM, bon, je l'avais fait en texte à l'époque, mais fais-le, franchement, fais-le. Ça se trouve, ça va bugger, hein, l'effet démo. Essayons. Mais on peut essayer de l'inviter et de nous parler du sujet. Ouais. Ok. Donc, hello, je suis avec Adrien et nous sommes en train d'enregistrer un podcast, le SAV de la tech. On parle du sujet de l'utilisation des LLM et de ChatGPT pour les gens techniques, les développeurs, etc. Et on essaye d'évaluer l'impact de ce genre de technologie dans notre vie de tous les jours, ce qui est bien, ce qui est moins bien. Donc, comme on est en train d'enregistrer, on s'est dit qu'on allait t'inviter. Et on aimerait que tu contribues à la discussion d'une manière un petit peu casuale, en nous partageant tes opinions sur ce genre de choses. Salut Jérémy et Adrien, ravi de vous rejoindre. Je trouve que l'impact des LLM comme ChatGPT sur les développeurs est super intéressant. D'un côté, ça peut vraiment accélérer le développement en aidant à générer du code, à trouver des solutions à des bugs ou encore à documenter des projets. Mais en même temps, il y a un risque que les développeurs deviennent trop dépendants de ces outils et perdent certaines compétences essentielles.
C'est un peu comme tout outil puissant. Il faut trouver le bon équilibre pour en tirer le meilleur parti. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, je trouve que ta réponse est un peu consensuelle à la ChatGPT, j'ai envie de dire, au sens où tu dis ouais, c'est bien, et puis après, attention, il y a des limites, et puis bon, tu finis par un truc entre les deux en posant une question. Moi, je sais pas, Adrien, t'as quelque chose à demander à notre ami ? Non. Ce que je te propose, c'est de nous trouver des exemples significatifs. Est-ce qu'il y a d'autres exemples que la génération de code ou la documentation dans lequel les LLM pourraient nous aider. Par exemple, la communication en entreprise. Bien sûr, il y a plein d'autres exemples. En communication d'entreprise, les LLM peuvent aider à rédiger des emails ou des rapports de manière plus rapide et cohérente. Ils peuvent aussi aider à traduire des documents ou à générer des résumés de réunions. En formation, ils peuvent servir de tuteurs interactifs pour apprendre des concepts techniques ou des langues. Donc, en plus de la génération de code, ces outils peuvent vraiment améliorer l'efficacité dans plein de domaines. Bon, merci pour ta participation, c'était sympa, pas hyper enrichissant, mais bon, on a vu les limites du modèle et on a eu aussi quelques exemples pertinents. Bonne journée. Ciao. Bonne journée, Jérémy. Ravi d'avoir pu participer. À bientôt. Bon alors, qu'est-ce que tu penses de notre invité surprise ? Ouais, bah voilà, ça a répondu à peu près ce que je pensais que ça allait répondre. C'est vachement bien parce que X, Y, Z, mais il faut quand même faire attention. Voilà, bon. Ouais. Thèse, antithèse, bah, c'est assez basique sur ce genre de choses, mais c'est efficace aussi sur d'autres choses. Mais après, de toute façon, il l'a aussi évoqué quand il a dit qu'il n'y a peut-être pas un problème de créativité, mais que si tu t'appuies trop dessus, ça peut nuire à ta capacité à trouver des solutions créatives. Bah là, je pense qu'on l'a mis un peu en échec sur ça. C'est qu'il n'a pas été très créatif dans sa réponse, quoi. Exactement. Donc peut-être qu'effectivement, parce que la question sous-jacente, c'est à l'avenir, en tant que développeur, qu'est-ce qu'on a intérêt à faire, à un niveau individuel et collectif, pour pas être dépassé par les AI, pour pas que ça nous fasse, je sais pas moi, perdre des jobs, hein, notamment, je disais, aux juniors. Qu'est-ce qu'on a intérêt à renforcer en tant qu'individu, pour mieux travailler avec les AI, sans faire décroître la valeur du développeur sur le marché, par exemple. Ouais. T'as des idées là-dessus, toi ? Bah, comme on l'a dit, créativité, esprit critique, je pense que c'est important. Et ce sur quoi il n'est pas conscient, c'est-à-dire la réalité de l'entreprise, convaincre la politique, convaincre et persuader, communiquer réellement avec des vraies personnes. Peut-être avoir de la personnalité. Et je dis ça dans le sens où, quand tu bosses dans une équipe, en fait, il y a une confiance qui doit s'installer au bout d'un moment. Et pourquoi il y a de la confiance ? Parce qu'on est entre êtres humains et on apprend à se connaître progressivement. On découvre les qualités et les défauts de chacun, les vulnérabilités aussi que chacun a et qu'il ose exposer. Et grâce à ça, ça fait que le jour où il y a un problème, tu vas donner un coup de main à ton collègue, parce qu'on est entre humains, tu vois. Le jour où il y a un pari risqué à faire, si tu as confiance en ton collègue, tu vas lui accorder cette confiance pour qu'il prenne ce risque. Vous m'avez pas vu, mais j'ai fait oui avec la tête. C'est ce que j'allais dire. C'est la prise de risque et l'ownership. C'est quelque chose qu'il n'a pas. C'est quelqu'un qui est très réactif. Tu lui poses une question, il t'envoie une réponse assez standard. Mais le jour où il y a besoin d'aide, la nuit à 4h du mat, et que tu dois prendre un pari risqué, t'es content d'être en peer coding ou voilà, d'avoir une vraie personne pour prendre les décisions. Parce que, in fine, il faut pas lui laisser la décision. Je suis assez d'accord. Donc potentiellement, c'est là-dessus qu'il faut qu'on se renforce. Créativité, savoir prendre des décisions en connaissant les impacts que ça va avoir et à quoi on s'engage en faisant ça. Et toujours dans une logique de communication d'humain à humain. Connaître les autres, savoir se faire confiance, savoir sur qui s'appuyer. Et mieux communiquer entre humains. Ce qui est un peu le credo de notre podcast, quoi. Ouais, finalement, quel est le problème et comment on arrive à communiquer ensemble. Bon, écoute, j'ai l'impression qu'on a pas mal parlé autour de ça. On a même eu un invité, c'est le premier invité de notre podcast. Donc, voilà. Et vous, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous utilisez les LLM ? Comment vous voyez l'utilisation des LLM évoluer dans le futur ? Qu'est-ce que vous craignez ? Qu'est-ce que vous aimez ? N'hésitez pas à en parler avec nous sur LinkedIn, sur X, Twitter. Et n'hésitez pas à nous envoyer des questions ou d'autres sujets que vous souhaiteriez voir évoqués
au sein du podcast sur notre site lesav.tech. Vous pouvez rester anonyme, mais si vous êtes fier de votre sujet, on sera ravis de vous mentionner, c'est vous qui choisissez. En tout cas, merci Adrien, et merci à vous, auditrices et auditeurs, et à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci Jérémy, ciao ciao. Ciao.